In this land of Gen AI, that's getting hard to clarify. We're unsure where we should go, but AI Gora makes it glow. At IMA, Carbon and Canaan amaze us as they're moving on. They guide us to innovation, got answers to all our questions. In this land of Gen AI, that's getting hard to clarify. We're unsure where we should go, but AI Gora makes it glow. At IMA, Carbon and Canaan amaze us as they're moving on. They guide us to innovation, got answers to all our questions. Hello everyone and welcome. Bonjour à tous. Si on est en anglais, c'est pas pour rien. On a un spécial guest pour aujourd'hui. Bienvenue dans cette 36e édition de l'IAGORA. Bonjour Marjorie, bonjour François. Hello Yann. Donc on va avoir une session spéciale aujourd'hui, la Chine, les États-Unis, on va parler de tous ces pays-là avec un invité spécial, Welcome Round. Et puis par la suite, Yann en a parlé régulièrement d'Apple Intelligence, quelques news dessus. Laurent nous a proposé de nous faire une petite analyse plus détaillée là-dessus, donc merci Laurent. Donc Laurent qui est Head of Tech Factory chez L'Oréal, on lui laissera la parole après les actus. Et puis pour finir, encore un retour d'expérience cette semaine. Je serais très contente d'accueillir Julien Delorme et Jérémy Lefebvre qui travaillent chez SNCF TER et ils vont nous faire un retour d'expérience sur comment l'IA Gen est utilisée chez eux pour faciliter le maquettage et l'expression des besoins. On a hâte d'en savoir un petit peu plus. Mais sans plus tarder, je laisse la main à Yann. We are going to talk in English for the news because today we have a special guest, Ren, and we will be talking a bit about the news and what are his insights. So Ren, he has been in the tech industry for the last 50 years, wrote more than 70 best-selling books. He worked with President Clinton for the 2000-year problem, with President Bush as a security advisor. He currently works in California as a head in the company Convergent Computing, and he's trying to turn AI into a real-world competitive advantage for enterprise and government. Welcome, Ren. Nice to meet you. Thank you very much. Good afternoon, everybody. So, my first question for you, Ren, is about OpenAI and Microsoft. There is troubles lately. We talked about it in the news because, as a reminder, Microsoft owns something like 49% of share in OpenAI, and Microsoft has exclusivity to deliver OpenAI models in cloud. And lately, there was some news about it, some issues. Do you have some insight on it? Absolutely. I think that Microsoft, because of their reliance on OpenAI, has created a little bit of a challenge for the organization, but also an opportunity that they have been developing to be able to strengthen their market share. The two challenges that we've seen with OpenAI, with Microsoft right now in AI, is that they are dependent upon OpenAI for their technologies. But even if you've looked at the news in the last 24 hours, the United States government, the Trump administration, is looking to pass legislation to create protections around AI that will hurt Silicon Valley and many of the companies here in California and Washington in their development of AI. And so what we're finding from Microsoft, however, is that they have really a strength and position in their AI CEO. Mustafa Suleyman is one of the smartest gentlemen around relative to creating strategy. And there's several things, probably 3 or 4 things that I would call out that Microsoft has done in the last 30 days, probably since the start of this year. The first thing is their Braga chip, their chip to be able to do AI work. And I think a lot of what Microsoft is looking to be able to do is create technology so they're not dependent
upon third-party companies like NVIDIA or other chip manufacturers like Intel. The second thing that Microsoft has a huge strength on, and the reason why they're so strong in AI, is their existing infrastructure in data centers. They have 50 data centers, regions around the world. That power, that processing power, provides them with a lot of that capabilities and context to expand out. They have a lot of mind share for organizations that are running Microsoft technologies like Copilot and Azure AI. And so they are touching more customers than Google, than OpenAI, than Oracle. So they have a big strength in their infrastructure. So like with Microsoft, they are looking to be able to develop their own AI technologies. A lot of what they talked about last month at their Build conference to be able to share new technologies on AI. So tough times, there's no question, but AI is constantly changing, and Microsoft has put a strong strategy to improve that. Okay, thanks for the insight. I have a more down to the ground question. Like, can we expect in Azure not the latest ChatGPT models, but maybe other models? That's the idea. And also, we saw in Europe ChatGPT, OpenAI, trying to come and trying to approach companies, especially French companies, and trying to build relationships and work with them. Can we expect like Microsoft and OpenAI to be competitors? And so if you are in an IT leader in a French company, do you want to consider like switching from using Azure OpenAI to directly OpenAI through their solution? What do you think of that? So right now we're working with about 200 large enterprise and government agencies developing and implementing AI solutions. For those of you, I think my LinkedIn link was added to the chat. I wrote an article last month regarding using Microsoft's technology with different LLMs. So as much as Microsoft has this relationship with OpenAI, they also have connectivity to 60 other LLMs, including DeepSeek and Meta and Agentic and what have you. They have all of these different LLMs that are available. So when you build something in the Microsoft platform for AI, you're not solely focused on OpenAI. You can choose from 60 other LLMs and work with it. And that's, I think, the strength that we've had for a lot of enterprises is we're using typically 4 or 5 LLMs per solution, not just one. Okay, perfect. And you mentioned DeepSeek, so that's actually the second point I wanted to mention. Like, from our point of view in Europe, we saw China came into the AI game. Stefan talked about it. He's our specialist in China here in AI Go. And we know it's not like we saw it this year, but actually it was from the past. But like DeepSeek made a lot of noise. And in America, there was a lot of reaction. What do you think of that? What do you think of China's strategy and how the American ecosystem is like overreacting or not too much reacting to it? Because just as you know, like in Europe, I think we are a bit pleased to see it because they are mostly open source. So it's a good thing to us, security-wise. Not security-wise, but you can see. What do you think of that? We're very excited about competitors in the marketplace. When we look at 3 years ago, the only players that were out there were the huge Microsoft, Google, AWS, the large providers that were out there. In the last year, we've seen DeepSeek and many other technologies come up and challenge the large companies. And we believe that that provides competitive advantage because when you have a competitor, Microsoft and everybody has to get better. The other thing that DeepSeek taught all the other providers was they can build an open source solution with faster performance and be able to compete. So that now started making Suleiman and Microsoft's strategy focus on, can we improve what we're doing and what they're working in their Braga chip
And what they're working in, a lot of what we saw last month at the Build conference for Microsoft, is better, stronger technologies that will then supplement what's available. So it's great to be able to have competitors out there, and we will see the whole industry in AI grow because of it. Okay, thank you. I don't know if someone here in the audience have some question for Ren. We might have time for one question. If you can raise your hand. Otherwise, maybe Stefan, you have one because we talked about China. Yeah, I have one. Yeah. Oh, okay, go ahead. Who are you? Can you Hi, introduce yourself? Hello. How do you do? Wonderful. Thank you very much. We saw that OpenAI acquired a design company called, the guy, the head is Ives. Do you think they are going to manufacture a iPhone Me Too product or go into the hardware, the telephone hardware? That is a lot of up to interpretation of the acquisitions. I mean, we see what OpenAI has done. We saw Agentic go through and do their acquisition. We also saw changes that have been done through like OpenAI and their acquisition of I/O. The acquisitions, I think, are a lot about positioning. Is that who's going to create a technology that's going to improve their stance? It's very risky to be a non-hardware company to create a hardware device. So, building their own phone, building their own device might be challenging. However, if they could build technology that goes into an existing iPhone or Android phone, becomes strength for that company in the mobile industry. Okay. What's about Meta? I saw an article saying that Meta has tried to hire the best 10 data scientists working for OpenAI. So what are they going to do? What's their plan? Well, there's two things. One is there's that talent bleed, trying to find the smartest people. What I found in my business 4 years ago, when I started developing AI, was I started to get people straight out of universities, right out of MIT, right out of Berkeley or Stanford, that are very smart in technologies, but brand new. Because when we look at AI, having 10 or 20 years experience doesn't help a lot in what the new things around AI does. So we did what's called creating an AI think tank. And I developed students to become smart AI envisioners. And I've been able to get from them in 6 months more than I've been able to get from my employees that have been working for me for 6 years. So talent can be developed. Doesn't necessarily have to be hired and acquired from other organizations. One last question, Jean-Baptiste, if you can, and if you can introduce you, so Ran can know who you are. Hi, Ran. I'm Jean-Baptiste Tratier from Safran Company. It's an engine manufacturer, aircraft engine manufacturer for the B737, for example, and Okay. My question is, you speak to French people, so we have our champion called Mistral. Do you have a vision of him, and what do you think about him? Well, so visionary, right? I mean, somebody who is thinking of different ideas and developing technologies or solutions. And it goes to that point of AI is not a replication of the same thing that somebody has done. And we've seen that with Mistral. We've seen it with all of the different visionaries in AI and the technologies. So everybody's bringing things together. Right now, over the next, I think, 2 years or 3 years, we'll have a foundation of smart thinkers that are going to develop really what will be the future of AI in the next 3 to 5 years. Just like we saw in cloud computing, is that a lot of cloud computing technologies were out in the first year, 3 years, and that was 10 years ago. And today, 10 years later, you have powerhouses of organizations. So we will see that develop over the next 3 to 5 years. There's opportunities for anybody who has a smart idea and a new idea to bring it in and add it to what AI can do for us. Okay, thank you. Thank you, Rand. It was very helpful for us. You stay with us, I think. Yes, thank you. Yeah, and so let me introduce you, Stefan.
who is our China's specialist for the AI Goa. He was head of Orange office in Beijing. And so he shared with us some insights about what is going on in China. So I let him. So you mentioned, that. you mentioned DeepSeek, and I saw the American government recently raise a big issue because DeepSeek, like many AI from China, sending the data to the government on military purpose. And thus, compared to American AI, the thing I see in China is many AI, there are many of them. All of them are linked to the military or the Chinese government. And when I hear you or I hear American government, this kind of issue is not raised or partially raised. And for example, in Africa now, you get lots of AI coming from China, and I don't see American companies present. What would be your position? Because what they're doing in China is mainly face recognition, agriculture, but to send the data to China, telemedicine. And there's a big room for America or France maybe, but I don't see American present at this moment. What would be your position? They're taking your ground, I feel. I think it's a question for you, Ren. We didn't expect it, but yeah. Go ahead if you have an answer. It is kind of think through the answer here. So, in the development, I think the American companies, because they were so far ahead, that they had an idea of what they wanted to develop in a very brand new marketplace. There's opportunity for all of the new entries, like China in the last year, to be able to leapfrog further, to be able to now see what did the foundation that the American companies created, that there are gaps or there are benefits. So even for every business right now, I'm telling them, jump in and put in the foundation to work with AI. But the big advantage is what can that AI then fill the gaps to improve enterprises, banking, finance, drug development, all these things that can be done with AI. So it's good to be number two to find out what's out there, the opportunities there. Sometimes it's better to be number two. It's that investment. The U.S. companies have invested heavily, and that's why when I talked about Microsoft and their role, is that they now have to reposition themselves 4 years into this, whether they are going to stick with OpenAI or whether they will expand to include those 60 other LLMs I mentioned, and Mistral being one of them, to be able to go through and be better of what we need from AI as businesses a year or 3 from now. And another trend we see in China, I don't know about America at this moment, but you start to have really embedded LLM inside the car industry, like Xiaomi or Huawei, the new car, all of them having DeepSeek embedded. Is it a move that you are seeing now in America, or is it still close? We do see it, like my laptop has AI built into it. It's an Asus laptop. And devices that you buy, like Apple phones, include the Siri AI. So AI is being included, but it's just like, again, how I think of cloud technology was a decade ago. Everything said they were cloud 10 years ago, even though they really weren't cloud. Everything today is saying that they include AI, but it may not necessarily be AI. So I still think it's a year or 2 before we really truly will see AI that's going to help technology, devices, cars, phones to be effective. That's why the opportunity space right now is huge for businesses, because everybody's talking about AI, but there's a lot of opportunity to actually build real AI to help the devices and systems. Okay, thank you, Rand. So Stéphane, what's going on in China? Est-ce que tu as des choses à nous partager sur les actus de la semaine dernière? Yeah. Sorry, I will switch to French. Je vais partager quelques news. Alors, une sur DeepSeek. Très rapidement, Stéphane, on a un timing à tenir après. Alors, DeepSeek, le renseignement militaire américain commence à avoir des grosses inquiétudes sur le volume de données transférées vers le gouvernement chinois à chaque fois qu'on utilise DeepSeek. Donc, il y a quand même une alerte assez majeure en termes de sécurité.
Un autre point qu'il faut peut-être regarder ces derniers temps, c'est sur la guerre des puces, donc lancée par Trump. La Chine vient de dévoiler sa première puce qui est optique, qui est super puissante, qui s'appelle Meteor 1. Donc, il y a une technologie complètement en rupture avec ce qu'on fait d'habitude, et qui va consommer beaucoup moins d'énergie. Donc là, il y a une évolution pour les futures puces AI qui vont être intéressantes. Les autres, c'est toujours sur les puces. Donc, pour ceux qui veulent, je peux envoyer aussi, ils veulent se passer aussi du silicium dans les puces pour consommer moins d'énergie. Donc, c'est plutôt des avancées sur la technologie puce que sur l'IA cette semaine. Je vais mettre les liens pour ceux qui s'intéressent, qui sont plutôt orientés chipset. Il y en a sur le plateau. Et je pense que je passe la main à Yann parce que comme on a dépassé largement, donc Yann, tu as des actualités? Non, on va les passer. Tu as une question pour toi, Stéphane, dans le chat. Tu pourrais y répondre tranquillement par écrit. Et Marjorie, je pense que tu vas nous introduire la prochaine section. Effectivement, Merci à vous deux. après alors on pourrait vous écouter parler des heures entre la Chine et les États-Unis, et je pense que ce serait intéressant d'avoir des nouvelles sessions à la rentrée. Mais là, on va embrayer sur Apple Intelligence. Il a choisi d'appeler son analyse Apple Intelligence le lièvre et la tortue. Donc Laurent Carrier, est-ce que tu es avec nous, Laurent, donc Yes, je pense que vous connaissez tous, qui travaille chez L'Oréal, qui est responsable de la Tech Factory, et qui va du coup nous faire une analyse détaillée là-dessus. Alors, qui est le lièvre, qui est la tortue, Laurent? On attend son analyse. Ouais, c'est une bonne question. Alors, je vais essayer de partager mon écran. Est-ce que vous le voyez? On le voit. Yes. Bon, alors je vais essayer d'aller vite dans certains trucs. Donc, éventuellement, je pourrais envoyer les slides pour ceux qui, si je vais trop vite, mais pour rester dans le temps imparti. Donc, je vais aller très vite. Actuellement, autour de l'IA, il y a une offre assez diversifiée. Donc, je vous passe pas dans le détail tout ce qui est cloud privé. Vous avez des offres, je dirais, cloud souverain ou on-premise. Voilà. Chacun avec ses forces et ses faiblesses. Et vous voyez la petite branche qui donne un peu notre analyse en termes de développement durable. Il y en a qui sont plus ou moins performants. Moi, je vais faire un focus sur une branche qui est pour l'instant, je dirais, la plus petite, la moins utilisée, qui est, je dirais, l'AI Edge, embarquée dans des devices. Donc actuellement, dans le monde, je dirais, du device PC ou Mac, il y a une guerre entre Apple, je dirais, le monde Windows, avec maintenant des puces Qualcomm. Et on va regarder plutôt la partie là, côté Apple. Okay, sachant qu'il y a une compétition féroce, puisque Apple avait des années d'avance sur les PC en termes d'autonomie, etc., mais qui commence à être rattrapé par la partie PC en termes de matériel. Les nouveaux PC Windows avec des puces Qualcomm commencent à être relativement performants. En tout cas, nous, dans nos analyses pour notre entreprise, c'est ce qu'on voit. Donc, il va falloir qu'Apple trouve d'autres différenciants à terme, et peut-être qu'Apple Intelligence est un de ces différenciants. Donc, pourquoi je dirais Apple Intelligence une fable de La Fontaine? En gros, c'est soit Apple, c'est un peu la tortue, et les autres, c'est le lièvre, et qu'il faut des fois pas partir trop vite et attendre, ou c'est un aveu de faiblesse. Honnêtement, je ne pourrais pas vous donner la réponse. Donc, je vous laisserai chacun avoir un peu la réponse, puis je pense que l'avenir nous le dira. Mais vous voyez la discussion qu'on a eue là, ou la question qu'on a eue sur l'intégration des modèles dans les voitures autonomes, peut-être quand même qu'Apple a bien flairé l'avenir, et que une partie de l'avenir de l'IA sera dans les devices et pas forcément dans le cloud. Donc, en tout cas, il y a une vision qui a été partagée par Tim Cook et qui dit que globalement, leur vision, c'est que ça doit être dans le produit, dans le device. Donc, c'est vraiment la vision d'Apple qui est partagée. Voilà. Donc, la particularité, c'est que dans leurs puces, les puces, surtout les dernières, les M4, vous avez de la GPU, du Neural Engine et de la CPU. Donc, grâce à ça, ça va leur permettre. Alors, je vais trop vite. Il y a
ces puces particulières, et en plus, ils ont une façon de gérer la mémoire qui est assez particulière, puisque la mémoire peut être utilisée à la fois par la GPU et la CPU. Donc en fait, il y a vraiment une mémoire partagée, ce qui est assez intelligent comme architecture, ce qui permet avec des mémoires pas trop grosses, de pouvoir faire pas mal de choses. Ils les ont déployés sur tous les appareils compatibles. Alors je vous ai mis à date un peu la compatibilité parce que vous avez les iPhones, ça commence à partir de l'iPhone 15 Pro, Pro Max, les iPads, hein, bon, ben, voilà, et sur les Mac, à peu près toutes les puces, à partir des puces M1, ça marche, et même Apple Vision Pro. Donc la philosophie d'Apple, hein, c'est je déploie la même chose à peu près sur tous mes types de devices. Donc ça, c'est vraiment aussi une particularité, hein, à la différence de certains équipementiers, par exemple de téléphone, hein, comme Samsung, etc. Voilà. Alors, j'essaie de faire passer, mais le truc est parti ailleurs. Voilà l'architecture d'Apple Intelligence, hein, sans rentrer trop dans le détail. Donc, la particularité, c'est que vous avez une intelligence qui est embarquée dans le device, avec la particularité de pouvoir orchestrer un certain nombre de choses autour du langage et de le traitement des images, avec la possibilité aussi d'interagir. Alors, je ne sais pas si vous êtes tous des spécialistes, mais ce qu'on appelle les App Intent Toolbox, enfin les App Intent qui sont plutôt dans les apps mobiles, et qui permet d'interagir aussi à travers des applications mobiles. Et vous pouvez aussi interagir, vous voyez, avec Siri et différents outils qu'il y a déjà sur les Mac, même Image Playground, on peut interagir. Alors la particularité, c'est qu'à un moment, je dirais, les capacités qui sont sur le device peuvent être dépassées. Et donc c'est là où ils ont une particularité, c'est qu'à un moment, on peut basculer sur un private cloud compute pour répondre à certaines demandes si l'appareil est saturé. Ça, c'est vraiment la spécificité de cette architecture. Voilà. Donc, globalement, ça permet de faire un certain nombre de choses. Alors, il supporte 15 langages, hein, parce qu'on peut faire un certain nombre de traductions, etc. Hein, je ne sais pas si certains ont des iPhone 16, si vous pouvez utiliser Apple Intelligence pour faire des fois des traductions dans vos conversations. Et tout ça, ils le font avec un modèle qui est quand même, somme toute, assez petite, hein, puisque c'est un 3 milliards de paramètres. Et comme je vous l'ai dit, il peut basculer sur du compute dans un cloud assez je dirais, protégé. Voilà. Globalement, ça permet de faire des fonctions, je dirais, alors, en termes de end-user du device, hein, vous pouvez faire du résumé de texte, de l'analyse de texte, de faire des dialogues avec des traductions, de générer, pareil, du content, mais quand même dans des tailles assez limitées, hein. Vous pouvez quand même pas faire, je dirais, des actions trop volumineuses. Si jamais c'est trop volumineux, ça va basculer dans leur private compute. Et vous avez aussi la possibilité, alors vous pouvez le désactiver, vous pouvez basculer sur ChatGPT. D'accord? Donc ça, à voir au niveau des politiques de vos entreprises, vous pouvez désactiver ou activer cette capacité en fonction de la confiance que vous avez avec ChatGPT. Pour l'instant, il n'y a que ChatGPT, hein, il n'y a pas d'autres je dirais, fournisseurs ou modèles. On peut les utiliser aussi dans les apps mobiles. Donc, côté L'Oréal, c'est ça qu'on regarde beaucoup actuellement. Donc, vous voyez, ici, c'est assez simple. Vous voyez, à un moment, pour faire une application qui permet d'organiser des voyages, mais là, on peut rajouter des fonctions, je dirais, de modèles d'IA sans devoir tout réimplémenter chez vous avec du cloud. Là, vous voyez le prompt, hein, il peut générer donc un itinéraire à partir du nombre de jours et de la zone où vous voulez faire votre voyage, et il va vous le générer, vous l'embedez dans votre application, et en gros, vous voyez le code à générer est quand même très limité. Et donc, vous n'êtes pas obligé de gérer tout ce qui est API si jamais vous utilisez vos propres ressources qui seraient sur le cloud. Il y a aussi une autre application qui est ce que j'appelle moi la Smart AI, c'est-à-dire d'utiliser des modèles sur les Mac. Alors là, ce n'est pas des iPhones, en général, c'est quand même des bonnes machines, mais vous pouvez faire tourner, vous voyez, des modèles
DL Llama, voire certains des GPT 4.0. Et là, vous pouvez faire tourner le modèle directement sur votre Mac et interagir avec le modèle totalement en local sans utiliser de capacité sur le cloud. Alors, l'intérêt, déjà, vous pouvez avoir un intérêt en termes de confidentialité, etc., puisque vous êtes en local. Vous pouvez même être en mode déconnecté, c'est-à-dire sans connexion avec le cloud. Et aussi, ça a un petit intérêt, alors qu'il faut quand même relativiser, mais en termes d'efficacité énergétique, voilà l'esprit d'une étude qui a été faite par un cabinet, Magellan. Avec un Apple M3, on va consommer 120 watts et une NVIDIA 300 watts. Donc on peut rapidement, en tout cas pour des petits usages, ça a un argumentaire, je dirais, de diminuer l'empreinte carbone et la conso d'énergie. Le cas d'usage, là j'en ai mis un. Nous, il y a des équipes qui font de l'assistance au développement uniquement local, avec un MacBook Pro qui fait de la génération de code basé sur code Estral. Voilà. Donc ça peut être un use case, il peut en avoir d'autres. Là, je ne fais pas la liste. Et voilà. J'ai tenu le temps, c'est bon? Parfait. On a même 4 minutes pour des questions si on veut. And Ren, did you understand what Laurent said? And we are actually like, if you are still here, we are curious if you have any insights on Apple Intelligence and their strategy on AI. If you want to react, of course. Il est en mute. Yep, but he's not talking. Yes, he's talking. Hey, Rand. Yes. What do you think on strategy of Apple? Do you think it's a loser or a potential disruptor for the future? And great points that you brought up in the conversation. And Apple, as a big company, is trying to figure out what it's doing. I think you shared about their strategy and their marketplace on the Mac, is that they used to be very strong and other companies have competed against it. So the question becomes their innovation. And they're putting a lot of money into AI. I used to own a Mac. I'm now running a Windows computer. I sit and scratch my head what Apple is doing from a strategic standpoint. However, they've always had great technologies. So I'm kind of waiting and see who else becomes that leapfrog of, is there going to be a better solution out there? So thank you, Anne. I think we don't know what is the future. No. But I think to embed artificial intelligence in the device, I think it's a future. Yeah. Voilà. There's no question. Artificial intelligence will be in our future. The real question is, what will it really be? And as I've written in a lot of my LinkedIn articles in the last 2-3 months, we are now finding 4 or 5 years later now what AI can do for businesses. Chatting with corporate data becomes an important piece. It's not just using AI to find a quick answer or chatting with documents. It's chatting with business data. So Apple Intelligence right now simply summarizes information and provides it. We need more than that. And everybody who's in business needs AI to be able to do projections, forecasting, data analysis. And that's some of the things that I've blogged about over the last 3-4 months that have been huge leaps. Yeah, but I think the data is key. And I think the strategy of Apple is good because Apple knows very well what you do on your phone. And the value proposition is not only gadget AI, etc., resuming, I don't know, blah, 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 but also to protect your data because your data is not shared with others. Okay, and I think it's a good way. If I need to choose a mobile phone with AI, I think I prefer to take Apple than Samsung because I don't have the same protection.
Merci beaucoup, Laurent, pour ton point de vue sans filtre et tes explications là-dessus. Tu nous as parlé du coup d'aide à l'assistance au code grâce à ces outils d'IAGEN, à l'ITES, tu nous avais parlé de vibe coding aussi. Et ben là, on va avoir un retour d'expérience, un cas d'usage. Est-ce que vous voyez mon écran? Ouais. De la SNCF TER, où l'IAGEN est utilisée de façon concrète pour aider dans l'expression des besoins, le maquettage. Donc, on n'est pas dans du vibe coding pour complètement faire l'application, mais en amont, avec un usage que je trouve particulièrement intéressant. Et donc, on a Julien Delorme, qui est chef de projet Tech the Power, et Jérémy Lefebvre, chef de projet Citizen Dev, qui vont nous en parler. Je vous laisse nous présenter un petit peu votre structure et puis le projet que vous avez mené. Merci. Bonjour à tous. Ça va être une présentation à deux têtes. On va partager un petit peu l'expérience, le cas d'usage avec Jérémy. On se présente juste comme ça très rapidement. Donc, Julien Delorme, moi je suis chef de projet Tech the Power. Je vais vous expliquer un peu ce que c'est. Et donc, Jérémy. Connecté. Hop, le micro, ouais, c'est mieux. Bonjour à tous, donc Jérémy Lefebvre, donc chef de projet Citizen Dev au sein de la DSI TER SNCF. Ok, je vais vous partager l'écran. Est-ce que vous voyez mon écran? Ouais. Parfait. Ouais, tout bon. Alors, même si je sais qu'on se connaît un petit peu, on intervient assez régulièrement avec l'IMA, avec le TER, juste pour mettre un petit peu de contexte, qui on est, donc, hop, alors forcément, voilà. Donc, Tech the Power, donc, c'est le projet d'accompagnement des citizen développeurs à TER. Donc, TER, globalement, tout le monde connaît un petit peu le fonctionnement de l'entreprise, mais la SNCF découpée en plusieurs SA, dont la SA Voyageurs. Au sein de la SA Voyageurs, on a plusieurs activités, le matériel, le TGV, Transilien, voilà, toutes les activités de transport voyageurs. Et on a le TER. Donc, quelques chiffres, hein, voilà, au niveau du nombre de voyageurs. On s'occupe de tout ce qui est maintenance des engins, tout ce qui est transport par train ou par car. Et aujourd'hui, c'est une entité qui représente à peu près 27 000 collaborateurs. Et donc, au sein de cette activité TER, on a une DSI, une TER, qui s'occupe de toute la partie outillage et applicatif pour l'activité. Applicatif qu'on va chercher soit au sein d'autres DSI internes, soit auprès de prestataires. Voilà. Et donc, au sein de cette DSI TER, il y a maintenant 5 ans, il y a un projet qui a été monté qui s'appelle ADN, Ambition Devenir Numérique. C'est le projet de transformation numérique du TER. Et puis, en parallèle, dans ce projet de transformation numérique, est né un projet qui s'appelle Tech the Power. Alors, je vous rassure, ce n'est pas un mouvement révolutionnaire, c'est une prise de pouvoir, mais saine, qui part d'un constat de se dire, aujourd'hui, déjà à l'époque, les gens font des applications en local. Pendant des années, on a expliqué aux gens que c'était du shadow IT, qu'il ne fallait pas le faire, que c'était pas bien, que c'était dangereux, enfin, voilà, tout ce qui était un petit peu négatif, péjoratif, je dirais. Et le constat, c'est de se dire, si les gens le font, c'est qu'il y a des besoins. Les gens ne font pas ça que par plaisir. Les gens peuvent trouver de l'épanouissement à faire ces projets. Avec Jérémy, on en est, je pense, deux exemples assez parlants. Mais le fait est que si les gens font ça, c'est parce qu'il y a un besoin. Et de dire aux gens, faut pas le faire, c'est pas bien, ça n'apporte pas de solution. Et donc, on s'est dit, la Power Platform arrive. La Power Platform, alors pour cadrer les choses, la Power Platform, ce n'est pas un choix de DSI TER, c'est un choix d'entreprise. Donc, on nous met à disposition des outils, on est client de notre propre offre. On va voir comment on peut utiliser ces outils correctement et accompagner au mieux le citizen développement. Et puis, avec le temps, la DSI, ce qu'on fait à la DSI. Avant de poursuivre sur la suite, on a une petite question sur le nombre de personnes, justement, dans la DSI TER. Alors, dans la DSI TER, de tête, hein, je fais ça de tête parce que ça bouge un petit peu en permanence, mais on a une bonne part de gens qui sont là en prestation. On va dire entre 80 et 90 personnes sur la DSI TER. Chiffres à prendre avec avec un bémol parce qu'on n'a pas vraiment les chiffres en tête en permanence. Nous, côté équipe ADN, on est 10 personnes. 10 personnes avec à peu près 50%, enfin, voilà, un tiers de personnes qui sont au statut, qui sont spinotes, et une partie qui est alternante ou en CDD dans l'équipe. Plus un prestataire qui travaille chez nous, mais qui fait partie d'une entité qui travaille à la DGA numérique du groupe, de la SNCF.
donc qui sous-traitent, voilà, on leur sous-traite une partie ressources de développeurs. Voilà. Je sais pas si ça répond à votre question. Ouais, Donc, parfait, on laisse continuer. juste sur la partie transformation numérique, donc une petite équipe pour l'ensemble de TER. On travaille sur avec toutes les régions et toutes les entités, quels que soient les métiers. Donc Anaïs Lejeune, que vous connaissez peut-être déjà, avec qui on intervient très très régulièrement sur Lima. Une équipe de communication, accompagnement du changement. Donc toute la partie communication, support de communication est faite en interne dans l'équipe. Donc ça permet aussi d'avoir, je dirais, une communication et une visibilité qui correspond à nos ambitions, je dirais. Et puis une partie innovation numérique avec un programme Citizen, donc qui est animé par Jérémy, et puis une offre low-code. C'est un peu la nouveauté pour fin 2025, c'est qu'on est en train de monter une entité de développement pour le compte de tiers, pour des projets qui pourraient intéresser plusieurs entités, plusieurs régions, plusieurs établissements. Ça nous permet aussi de nous monter en compétences et de répondre très très rapidement à des besoins qui seraient très très structurés. Voilà, donc la définition du Citizen Dev, voilà, c'est quelqu'un qui développe et dont ce n'est pas le métier, et on utilise des outils mis à disposition par l'entreprise. Je passe très rapidement sur la dynamique du fonctionnement. Aujourd'hui, on a beaucoup de citizen développeurs, on a beaucoup d'applications qui tournent. En gros, c'est entre 600 et 800 applications en permanence qui sont actives sur l'environnement SNCF. Et en gros, si on cumule toutes ces applications, on a passé les 3 500 000 connexions sur les applications. Donc, c'est une volumétrie non négligeable d'utilisation du numérique dans l'entreprise. Pour faire simple, on a monté un programme d'accompagnement. On fait de la montée en compétences, on fait de l'assistance à la montée en compétences formation sur les outils. On fait de la power assistance, l'assistance si les gens ont des besoins pour des déblocages, on a des petites sessions d'accompagnement. On a des accompagnements 5+1, c'est des accompagnements one-shot sur 5 jours, étalés sur 3 mois, où on fait une on 5 jours avec on met le pied à l'étrier d'équipes qui ont envie de développer des applications. PowerShow, webinaire technique, Power Lab, c'est des notions de mise en avant de réalisation ou de connaissances. Et puis, on a le marathon ADN, donc c'est un marathon de codage qu'on organise tous les ans et demi, et qui permet sur une période très très courte, de faire un événement sympa sur lequel on est très très efficace. Et on développe donc 4 équipes qui développent une application en 3 jours, non-stop, sur un lieu H24, avec le côté festif un peu qu'on peut avoir sur un événement comme ça. Ce qui est important de comprendre, voilà, c'est que nous, côté IA, j'en ai fini sur la partie, je dirais, présentation du contexte. Côté IA, jusqu'au marathon précédent, on se pose un peu des cas d'usage, comment on pouvait embarquer des citizen dev qui déjà faisaient un effort assez important de faire un effort de formation pour correctement faire leur application, toutes ces bases de données, expression du besoin, comment on pouvait aussi améliorer, je dirais, leur quotidien de citizen dev avec l'IA. Et l'histoire, elle commence justement au moment de ce marathon au mois de juin l'année dernière, où on s'est dit, il y a un point qu'on essaye de passer à chaque fois dans ce marathon, c'est de dire, une bonne application, c'est pas une application, le besoin n'est pas l'application en tant que telle, l'application est un moyen pour répondre à un besoin. Et souvent, quand les gens se lancent dans des applications, souvent les gens se jettent sur le clavier, font l'application, et puis au bout d'un moment, ils ont un outil qui correspond peu ou prou à ce qu'ils ont imaginé, mais qui ne répond pas forcément aux besoins métiers. Donc l'idée qu'on a eue, c'est de se dire, OK, on va prendre l'IA, et on va voir si on lui donne un besoin métier clair, on lui parle en tant qu'être humain, en lui disant, voilà, moi j'ai besoin d'une application, mon application, mon besoin métier, c'est ça. Je vais lui donner un processus métier, je vais lui raconter une histoire et je vais lui demander simplement de me créer une base de données. D'accord ? De me créer la base d'une application qui est la base de données. Faut savoir qu'en formation, systématiquement, on part sur l'expression du besoin, on fait une base de données clean, on parle de Meurice sans en parler, on parle de relationnel, de relations, on parle de cardinalité, même pour des citizen dev. Donc on s'est dit, on va voir ce que ça donne avec l'IA. Demandons à l'IA ce qu'il peut nous proposer. Donc, c'est des exemples, je ne vais pas vous faire tourner parce que là, on tourne sur des IA internes avec le réseau, la présentation, etc. Bon, je préfère qu'on fasse voir les résultats plutôt que de faire tourner l'IA. Il faut falloir tourner le prompt. Hein. Donc, ici, tout simplement, je lui ai donné
un contexte, tu es expert de base de données, voilà mon besoin. Donc, je lui ai dit que je voulais un outil qui permettait de suivre les trains en entrée sur site, les trains en sortie, pour savoir comment ils étaient engagés sur les trains, sur les sorties le soir. Quels sont les engins qui feraient tel numéro de train qui permettrait de donner tant de place aux voyageurs. Donc, je lui ai expliqué mon histoire. Je lui ai dit au bout que ma donnée serait alimentée, notamment sur la partie prévision, engagement d'engin, par un fichier CSV. Je lui ai expliqué que je voulais avoir un schéma de base de données. Je voulais générer un schéma de base de données. Donc, je lui ai demandé de me générer une base de données au format MySQL. Je lui ai donné quelques règles de nommage sur mes tables. Et j'ai lancé mon IA. Et l'IA m'a donné donc un schéma de base de données sous le format SQL que j'ai donné à un éditeur lambda d'éditeur de graphique de schéma de base de données. Ça permet déjà de dire aux gens, voilà, vous avez une expression de besoin claire. Si votre besoin est clairement explicité, vous pouvez avoir facilement une base de données. Donc déjà, cet exercice qui n'est pas simple à faire d'imaginer un schéma de base de données, on vous aide déjà à le faire. Donc déjà, premier truc, l'IA nous a servi à rendre plus important, à rendre plus dimensionnant l'expression du besoin concrètement en disant voilà ce que ça fait dans une application informatique, voilà dans un projet numérique, voilà le résultat que ça donne. Et puis, dernier truc qu'on a fait derrière dessus, on s'est dit ok, maintenant que vous avez une schéma de base de données, que vous avez pu faire sans IA, ce qui peut être intéressant, c'est de faire l'inverse. C'est-à-dire donner à l'IA le schéma de base de données et de poser-lui la question de ce qu'il a compris, de ce que l'IA a compris, en lui posant la question quels sont les besoins qui peuvent être couverts par le schéma de base de données. Et de nouveau, dans un autre sens, ça permet à quelqu'un qui est citizen dev de dire ok, j'ai fait un boulot d'expression de besoin, j'ai fait un boulot de base de données, maintenant je veux être sûr de mon boulot. D'accord ? Je veux vraiment avoir quelqu'un, je suis un peu tout seul, je veux avoir quelqu'un qui me valide ce que j'ai fait. On le donne à l'IA. L'IA, on s'aperçoit qu'ici, on a les cas d'usage qui sont remontés. Et donc, ça permet de faire un autocontrôle. Et pour un citizen dev, je dirais, qui n'a pas forcément l'habitude de le faire et la confiance en lui pour valider son boulot, finalement, il crée sa donnée, il crée son besoin, et il s'autocontrôle, et il est beaucoup plus serein sur ce qu'il fait. Et donc, je vais passer la parole à Jérémy pour la suite. Ah super, oui. J'allais vous dire qu'il me restait un peu moins de 10 minutes, mais c'est parfait. Je passe ça me suffira. À Jérémy. L'objectif, c'est qu'aujourd'hui, voilà, on est arrivé à ce niveau du citizen, et donc l'étape d'après, c'est ce que Jérémy va vous présenter. Ouais, et j'aurai assez de temps, il n'y a pas de souci, vous inquiétez pas. Hop, je vais partager ma fenêtre. Hop. Voilà. Donc, comme expliquait Julien, en fait, on fait de l'accompagnement. Alors, soit on fait du développement en interne d'applications low-code, ou soit on fait de l'accompagnement pour des clients en partant de zéro. Donc, on avait toujours effectivement cette problématique qui se présentait à chaque fois, l'expression du besoin, qui était dimensionnante après pour la suite du projet. Donc, comme vous a montré Julien, on a conçu en fait un prompt qui va nous permettre de faire cet autocontrôle entre l'expression de besoin et la base de données. Donc, à terme, effectivement, ça nous donne un schéma comme ça. Et on voulait aller plus loin après dans la conception en fait de l'application, puisqu'une fois qu'en fait l'expression de besoin et le modèle de données étaient stabilisés, l'étape d'après en fait c'était l'étape de conception de l'application. Et souvent, en fait, dans cette phase de conception de l'application, soit on part en fait tout chousse sur direct, on commence à utiliser l'outil et on commence à construire nos écrans, etc. Et après, par une phase d'itération avec les clients, on fait des allers-retours, on fait des ping-pong, parce que en fait, le produit qu'on a fait peut-être un peu trop vite correspond pas nécessairement en fait aux besoins. Ou alors, quand on fait de l'accompagnement de clients, on a aussi des fois cette problématique où ils connaissent leurs besoins, mais ils n'arrivent pas du tout à visualiser en fait le produit, l'application en fait réalisée. L'idée, c'était du coup de s'appuyer sur des outils en fait qui émergent, entre autres. Donc, on a cet outil-là qui s'appelle Vercel. Donc Vercel, c'est un site qui s'appuie sur de l'IA et qui va permettre de concevoir. À l'origine, c'est prévu pour des web apps, des pages web, etc. Et du coup qui est nourri avec de l'intelligence artificielle, et en gros, si on fait un prompt suffisamment construit, il est capable de nous construire une maquette d'application. Donc là, la logique qu'on a essayé de mettre en place, c'est de se dire,
on va essayer de partir de zéro et d'arriver déjà jusqu'au bout de la maquette et ensuite de reprendre la main. Donc comment on a fait? On a conçu un prompt qui parle à une autre IA. Donc le modèle, il est ici. Donc ce premier prompt en fait qu'on va mettre dans une IA en fait va se nourrir des documents dont parlait Julien précédemment. Donc le document qui reprend de façon synthétique évidemment l'expression de besoin en fait des clients et pour une autre part le modèle de données. Modèle logique de données. Donc on donne ce prompt à l'IA, on lui donne ces deux documents, il commence à s'en nourrir. Et ensuite, donc du coup, on a vraiment structuré énormément en fait le prompt parce que en fait, je veux que la sortie de ce prompt, ce soit l'entrée du prompt d'après pour l'IA de Vercel. Donc il faut vraiment la logique, c'est on passe d'une IA, on sort de l'IA, on passe à la deuxième IA. Il y a toute une phase d'itération de questions entre l'utilisateur et la première IA. On a aussi mis quelques barrières pour s'assurer en fait de l'anonymisation des données sensibles, ce genre de choses, pour être sûr en fait que ça se balade pas trop. Donc je vais pas pouvoir faire la démo en live parce que ça prend quand même pas mal de temps. J'ai fait le test tout à l'heure. Voilà, donc je l'ai fait le test pendant qu'on était en train de discuter tout à l'heure. Je lui ai donné ce premier gros prompt en fait à l'IA. Et ensuite, donc du coup, je lui ai donné les deux documents, l'expression de besoin et le modèle de données, et il a commencé donc du coup à digérer tout ça, à me poser quelques questions. Donc j'ai répondu à ces questions, il a clarifié, etc. Il m'a donc généré ce prompt, voilà, que ensuite j'ai pu utiliser dans Vercel, voilà. Et donc dans Vercel, il m'a généré en fait en quelques minutes cette maquette d'application, donc qui est totalement fonctionnelle, comme vous pouvez le voir. Et qui permet donc du coup tout de suite au client en fait de se projeter sur j'avais mon expression de besoin, si on la projette sur une application en fait ça peut ressembler à ça, et est-ce que du coup il y a des émergences en fait où ah oui mais attends l'écran en fait correspond pas nécessairement à mon besoin, je voudrais qu'on ajoute ci, je voudrais qu'on ajoute ça, et en fait ça permet d'accélérer en fait cette phase d'itération, de maquettage, de feedback, etc. Par exemple là si je prends celle-ci, si je prends cette maquette là et que je lui dis applique le look and feel du site Netflix sur l'intégralité de ma maquette. En fait, on peut tout de suite avoir en fait des échanges comme ça avec le client. Hop, je vais le lancer, je vérifie, applique look and feel du site Netflix sur. Ok. Donc là, je le lance. Donc là, l'IA en fait, elle va faire son job. J'ai fait un prompt vraiment très très simple, mais c'est simplement pour démontrer que en fait, en live, quand on est en fait avec le client, s'il a des questions, etc. En fait, on peut tout de suite régénérer en fait une maquette. Et puis tout de suite essayer de s'accorder avec lui. Ça nous permet de gagner en fait énormément de temps, d'ajuster en fait les curseurs pour être au plus proche de leurs besoins. Donc là, si j'ai de la chance, ça va pas prendre trop longtemps. Donc je vais vous montrer après. Donc l'idée c'est que actuellement ce qu'on voulait pas c'était que le produit de la maquette soit le produit final. On voulait pas juste copier-coller, on voulait quand même que derrière on reprenne la main nous en tant que développeurs ou même pour les citizens. Donc l'idée c'est vraiment que cette maquette elle serve de support et ensuite donc pour vous le prouver, voilà, ça c'est on est là ici sur Microsoft Power Platform et la maquette que j'ai générée tout à l'heure en fait, j'ai été capable de la reproduire en fait dans notre écosystème. Et avec quelque chose en fait qui est totalement fonctionnel. Vous voyez, hop, calendrier des sessions. Et donc ça nous fait gagner en fait énormément en fait de temps au niveau des itérations maquettage. Au niveau des développeurs, c'est pareil en fait, c'est une charge mentale en fait en moins parce qu'en fait on évite toute cette phase en fait d'aller-retour où on pense avoir fini le job, avoir répondu en fait à l'expression de besoin et en fait le client nous dit ah bah oui mais non en fait je le voulais plutôt comme ci, je voulais plutôt comme ça, je le voyais rouge, je voulais le bouton plus gros. Bah là en fait toute cette phase là elle sera beaucoup plus rapide. Alors malheureusement ça prend un petit peu de temps. J'aurais dû demander simplement sur la page d'accueil. On a des questions pendant que ça. Ouais, je peux répondre aux tourne. questions si vous voulez pendant ce temps-là. Alors, il y a juste des commentaires et je me permets d'en faire un aussi, Ouais. parce que les remarques, c'est mais
on est tous finis à l'IT. Une autre remarque de Grégory qui dit que j'adore, et j'allais vous faire la même remarque. Ouais. C'est hyper simple et efficace. Moi, personnellement, ce que j'aime beaucoup, et qui est une réflexion aussi que je sais qui est menée dans certaines boîtes, entre un Secure GPT interne et des fonctionnalités internes, des outils très spécialisés externes, très bons, comme Vercel, comme tu dis, et comment les combiner les deux, de garder certaines parties en interne sur des docs internes, du coup, on sait qu'on peut les rapatrier sur d'autres. Du coup, c'est OK de partager et de faire ce que tu fais, c'est hyper opérationnel, hyper concret et ça a l'air de marcher, quoi. Vas-y, je te laisse continuer. En plus, voilà, j'ai l'effet démo, donc il me met une erreur évidemment. Donc juste pour, c'est pas grave, c'est pas grave. Jérôme, Donc, sans doute le corps. Juste pour revenir sur le sujet en fait. Donc effectivement, nous en interne, on a un chat GPT en fait qui est ici et qui s'appuie en fait sur plusieurs modèles. On a GPT, Claude, Mistral, etc. L'idée en fait dans le prompt, c'était que le prompt initial, celui qui va se nourrir en fait des documents internes, des documents métiers, en fait, ça soit en fait cette IA en fait interne, et surtout de s'assurer que le prompt de sortie qui va nourrir par contre un outil externe à l'entreprise, exactement Camille, que le prompt en fait qui va nourrir l'outil externe, lui par contre il soit anonymisé en termes de données. Aujourd'hui, j'ai pas de problématique en externe à dire je veux faire une interface de tel truc. À part si évidemment en fait l'application est extrêmement sensible, etc. Ou dans ce cas-là, on n'utilisera pas en fait ce genre de technique. Mais si c'est quelque chose de relativement basique, là par exemple pour le besoin, pour la démo en fait qu'on faisait, c'était en fait une application pour la gestion en fait des sessions de formation. Donc globalement en fait il n'y a pas de données sensibles, donc aujourd'hui il n'y a pas de problématique à lui demander de faire une maquette. Ok, merci. Ouais, et par conclure... rapport, par rapport au débat, ça va faire disparaître l'IT ou les développeurs. Enfin, je rappelle, à la fin, c'est une maquette. Hein. Donc, exactement, c'est une donc, il y a maquette, du c'est taf, une maquette, moi, je le et vois, là, voilà. et là Et tout après, le taf il qu'il n'y y a a pas derrière, l'infra, il n'y a rien. Hein. voilà, tout le taf qu'il y a derrière, donc le front-end, le back-end, etc. Donc c'est moi qui ai tout recodé pour aller jusqu'au bout du POC. Et effectivement, là, on aura toujours besoin de développeurs, on a toujours besoin en fait d'une expertise en fait pour passer en fait de la maquette à l'application. Donc c'était vraiment l'objectif, c'était pas juste avec des prompts, je fais du vibe coding et puis en fait je fais mon application, mais c'était bien en fait de fluidifier en fait la phase un peu pré-dev, et puis ensuite on reprend la main de nous de façon plus traditionnelle avec les outils low-code, quoi. Non, je trouve ça très Voilà, intelligent. il m'a fait un peu à la sauce Netflix, voilà. Et m'a par fait donc le code couleur, etc. Par curiosité, tu as automatisé le passage là, de cet outil vers la Power Platform. Tu utilises Figma pour faire le pont. Alors aujourd'hui en fait on n'a pas de possibilité de passer de Vercel en fait sur la Power Platform, puisqu'en fait Vercel en fait il génère des fichiers TSX, donc des fichiers en React. Néanmoins ça reste des pages web. Il ne peut pas faire du Figma? Ouais, voilà, alors on peut faire du Figma, exactement. En fait, étant donné que c'est une page web, on peut, en s'appuyant sur un petit plugin, en fait, aller extraire, en fait, aller scraper en fait la page web et l'importer dans Figma. Et puis ensuite, dans Figma, on peut travailler dessus. Et puis après, il faudra retravailler sur Power Platform. Ok, merci. Il y a des très bonnes questions, il y en a plein. Tout l'IT de l'IAGORA se pose. Si quelqu'un veut ouvrir son micro et le faire, vous êtes prioritaire. Sinon, j'en prends une de manière arbitraire parce qu'on n'a plus trop le temps pour une dernière question. Merci beaucoup, Jérémy. Je t'en prie. 3, 2, 1. J'en prends une arbitraire. Et bien, celle de William. Est-ce qu'il y a un hook qui déclenche un script pour anonymiser les données sensibles de saisie dans le prompt? Pour l'instant, côté Secure GPT. Ok, mais vous y réfléchissez? Non, mais après aujourd'hui, on a la chance d'avoir dans l'entreprise un GPT interne. C'est celui que vous avez vu. On est sur une IA spécifique interne SNCF. Après, l'anonymisation, effectivement, sur la règle un peu la même dans toute entreprise, hein, c'est qu'à partir du moment où ce n'est pas de la donnée de métier, il n'y a pas forcément de limitation à l'usage. Mais c'est vrai on a la chance d'avoir une IA relativement performante, on va dire, sur l'entreprise, qui est encore en train d'évoluer. On regardait ça il n'y a pas très longtemps aussi, il y a possibilité de faire des agents
spécifiques. Voilà, c'est je dirais ce qu'il faut vraiment retenir c'est le concept derrière, en imaginant que ce concept-là peut être réutilisé. C'est hébergé chez nous, William. Le ChatGPT, il est hébergé sur des Il est chez serveurs nous. SNCF. C'est de l'interne, pur interne. Donc en fait, la première phase, la première itération, en fait, où en fait on transmet les documents internes, ça reste sur des serveurs internes. Et le prompt de sortie, de toute façon, dans les consignes, on demande à ce qu'il soit anonymisé, qu'il n'y ait pas de données métiers. Et évidemment, on le vérifie avant de l'intégrer sur Vercel. Eh bien, merci pour cette question bonus, pour votre présentation. C'était hyper intéressant. Vous avez aussi une question d'Emmanuel dans le chat. N'hésitez pas à rapidement répondre via le chat. Et je te passe la main, François. Merci encore à tous. Avant de passer la main à c'est à toi. François, juste quelques mots, parce que la semaine prochaine, c'est la dernière session de l'Iagora pour cette saison 2024-2025. On se retrouvera à la rentrée et justement pour améliorer l'Iagora et faire que la prochaine session elle soit encore mieux que celle-là, et ben on a un sondage à vous faire passer que François vous diffusera par mail et qu'on va peut-être vous mail aussi dans le chat. N'hésitez pas, soyez sans filtre, ce que vous avez aimé, ce que vous n'avez pas aimé, les rubriques que vous préférez, qu'est-ce que vous voulez avoir plus ou moins l'an prochain. Si vous voulez notre tête avec Yann pour nous remplacer, n'hésitez pas à le dire. Mais en tout cas, il n'y a pas cette question dans le sondage. Les animateurs ne seront pas remplacés, sauf si des. Mais on est très preneurs. On essaie vraiment de faire en sorte de faire des choses qui vous intéressent toutes les semaines. C'est pas si facile, mais du coup, on est très preneurs de vos retours, quels qu'ils soient, même s'il est que positif. Vous nous envoyez que de l'amour. Faites-le. Mais du coup, on est très preneurs de ce que vous en pensez. Laurent, ce sondage-là, il a le 14 que juillet, c'est fini. On n'a plus de guillotine le 14 juillet, donc vous allez sauver votre tête, je pense. Je lutte contre le diktat des sondages. Laurent, une fois par an, quand même, tu peux faire un petit effort, s'il te plaît. Non, mais regarde l'état de notre démocratie qui est pilotée par les sondages. Mais non, soyez piloté par un président de la République. Soyez fiers Messieurs. de ce que vous faites. Allez, François, on te laisse conclure. On n'est pas parti, on veut juste votre avis. Et François, pour conclure, vas-y. Un petit appel à contribution au risque de me répéter. Avec Ludovic. Je ne sais pas s'il est toujours là. Non, je crois qu'il est parti. Avec Ludovic Gibert, notre référent IA. En fait, on est en train de préparer un nouveau livre blanc sur l'IA agentique et qui va sortir à l'occasion d'un Imagine Day le 6 novembre. Où on va présenter des Rex d'agentique. Et donc, je lance un appel à l'Iagora, à toute cette population active. Je suis sûr que parmi vous, il y en a qui ont des Rex d'agentique intéressants. Donc, si vous voulez bien les partager, s'il vous plaît, n'hésitez pas à me contacter. Et puis, on pourra en discuter. Et donc... Merci à tous. Thank you very much, Ron, for being there. And we hope to see you in another session. Et merci Yann, Marjorie. Et je vous dis à la semaine prochaine. On fera une petite démo de mid-journée. Ciao.